à tous, Rémi François, CRF Inozel, bonjour. 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 Regarde ça. Non, il faut le compter, il faut l'inclure. Ouais. Si je peux... Bonjour, peut-être qu'on peut démarrer. On aura les consignes. Bonjour, Hervé Garcin. Je pense qu'on peut démarrer. Le micro. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie de vous connecter nombreux ce matin. Je vous rappelle rapidement les consignes pour le webinaire. Micro fermé, si possible, caméra ouverte. Et il y a un chat pour poser des questions si vous le souhaitez. Donc, l'objectif de ce webinaire qui est prévu pour une durée assez courte, c'est de vous présenter les modalités des différentes garanties de financement et également les calendriers. Donc, on va essayer de rendre le webinaire le plus interactif possible avec donc, une présentation 2020, la possibilité de poser quelques questions, 2021 quelques questions, 2022 quelques questions et puis un temps d'échange à la fin, évidemment. Donc, je serai accompagnée pour ce webinaire de Bertrand Sommier, Thierry Béchu, David Castillo, Éric Noël. Vous pourrez également, il y aura également Laure Dubois qui sera présente et vous avez l'habitude qu'elle réponde à vos questions sur la garantie de financement. Et puis Véronique Rousset et Thomas Longuet sur les aspects plus juridiques avec moi. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Christine Schibler qui va introduire ce webinaire. Oui, merci Aude. Alors, bienvenue à tous. J'ai le plaisir de voir qu'on est 271 personnes connectées. Donc, ça montre que cet échange est vraiment nécessaire et attendu. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un point après finalement 2 ans de période de garantie de financement, trois garanties de financement différentes, celles de 2019, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, et de pouvoir échanger sur les informations dont on dispose et vous donner les meilleurs outils pour appréhender les futures échéances à venir avec les différents points d'étape ou soldes de garantie de financement. Alors, la garantie de financement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été important pour nous et un soutien, je dirais, très, très majeur de l'État pendant cette période qui a été quand même marquée par beaucoup de déprogrammations, etc. Bon, c'est un système dont il faut sortir, donc j'espère que la situation sanitaire nous permettra, à partir de juillet, de sortir définitivement de cette garantie de financement, puisque ça sera aussi la preuve qu'on est aussi sorti d'une période de pandémie, mais on verra bien. Alors, peut-être déjà vous dire que, bien sûr, l'année dernière, il y a eu des périodes pendant lesquelles il y a eu des inquiétudes du ministre sur la reprise effective de nos activités. Finalement, les chiffres de fin d'année montreront que nos établissements ont été plus actifs à la reprise d'activité que les établissements publics qui ont tardé et qui se remettent à un niveau d'activité un peu plus important que sur le mois de décembre. Donc ça, c'est quelque chose qui était important et donc je vous engage bien sûr à rester dans cette dynamique qui est finalement notre ADN de reprise d'activité, de dynamisme d'activité. Néanmoins, malgré cette reprise d'activité, la garantie de financement en 2021, elle a, pour 500 millions d'euros, elle s'est vraiment exercée pour compenser une perte d'activité pour nos établissements. Donc, c'est quand même une somme qui est extrêmement importante et qui montre bien que ce dispositif nous a permis de traverser des périodes qui étaient compliquées. Je profite de ce moment d'échange peut-être pour vous donner deux informations. Une première information donc, sur la campagne. Vous savez que la campagne tarifaire 2022 est plutôt un petit peu en retard, un peu tardive. Donc, les informations dont nous disposons aujourd'hui sont les suivantes. D'abord, je vous remercie d'avoir participé massivement à l'enquête IGAS-IGF sur finalement l'évolution des marges sur 2021, puisque cette enquête va permettre probablement d'avoir un financement
sur la C4. Donc, c'était important de le faire. Et nous avons reçu avec la mine un retour très positif à la fois de votre mobilisation, mais aussi de la qualité des données que vous avez pu y faire figurer. Donc là-dessus, on aura un positionnement fin de semaine ou début de semaine prochaine sur exactement les modalités qui seront prises et qui ont été proposées par l'IGAS-IGF pour finaliser, on va dire, la campagne sur coût, voir éventuellement de quelle façon ils ont pu compenser les marges. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la campagne tarifaire, on est rentré, mais vous avez peut-être pu le lire dans les différents flashs que nous avons faits, avec une proposition du ministère très basse, puisque le ministère avait proposé donc de rentrer sur un niveau de tarif minimum prévu par le protocole pluriannuel de financement à hauteur de 0,2%. Les discussions se sont poursuivies, puisque nous avions, vous le savez, demandé à avoir une hausse de tarif de 1%, et puis une prise en compte de l'inflation à hauteur de 2 milliards pour l'ensemble des établissements de santé publics et privés. Les discussions continuent. On a une réunion importante demain matin avec le directeur de cabinet de M. Véran et nous espérons bien monter ce tarif de 0,2 qui nous a été annoncé dans un premier temps à un tarif plus important. Donc, on sera fixé, je pense, lundi sur définitivement la fin finalement du positionnement que le gouvernement aura sur le tarif. Nous avons demandé donc au ministère d'être prudent sur l'évolution des volumes, puisque on voit bien ces dernières années que l'augmentation est limitée, qu'il n'y aura pas de rattrapage des soins. Et donc, il y a un mécanisme de toute façon de régulation à la fin de l'année avec le coefficient prudentiel. Donc, c'est pour ça que, compte tenu des tensions qu'il y a sur les prix, nous avons demandé que la construction posant sur le tarif, avec une amélioration du tarif, soit privilégiée. Dernière information, on aura plus d'éléments au début de semaine prochaine, mais je vous engage vraiment à être beaucoup dans l'anticipation pour vos approvisionnements, puisque un certain nombre d'adhérents et de groupes nous signalent des tensions, des difficultés d'acheminement, de médicaments, de consommables médicaux, etc. Donc, je pense que sur ce sujet-là, il vaut mieux être dans l'anticipation et acheter peut-être un peu plus que ce qui est nécessaire, puisque on voit que ça se tend. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous dire suite à des informations que j'ai partagées ce matin avec vos différents groupes et adhérents. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire. On a prévu quelque chose d'assez cadencé, donc l'objectif vraiment, c'est de vous passer des informations, mais surtout de répondre à vos questions. Voilà, Aude, je te repasse la parole et bon webinaire à tous. Merci, Christine. Donc, je vais partager la présentation. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui. C'est bon. Aude, peut-être mets-le en... Je n'arrive pas. En plein écran. Oui, c'est bon. Voilà, ça y est. Donc, on rappelle rapidement les fondements juridiques de la garantie de financement. Donc, comme vous le savez, il y a une ordonnance qui a été prise assez rapidement dans un contexte de première vague épidémique. Donc, le principe d'une garantie de financement des établissements de santé et d'un soutien aux établissements de santé a été acté assez rapidement. Ensuite, les modalités ont été définies dans l'arrêté du 6 mai 2020. Alors, à l'époque, on était dans un contexte difficile avec des consignes de déprogrammation totale et l'arrêté prévoyait notamment de couvrir toutes les ouvertures d'activités sur les années 2019 et 2020, et un dispositif d'avance était mis en place. Sur la partie un peu plus calcul de cette garantie, je vais passer la parole à Bertrand, puisque les juristes n'aiment pas trop ça, les calculs, et il sera accompagné de Thierry, Eric et David. Merci Aude, si ce n'est que tu sais que j'ai plutôt une formation juridique, mais je vais m'y coller avec plaisir. Bon, Aude nous a préparé effectivement un petit peu un rappel de cette assiette de calcul de la garantie de financement 2020. Vous verrez que par la suite, on aura la présentation sur 2021 et 2022, puisque les modalités ont pu évoluer avec les différents cadres juridiques attachés à cette garantie de financement.
Bon, sans forcément reprendre en lecture de l'ensemble de ce qui vous est présenté, parce que de toute façon, ça vous sera adressé pour avoir un petit peu une forme de synthèse de ce que nous aurions pu nous dire ce matin. Vous dire peut-être juste que le socle de cette garantie 2020, ce sont bien évidemment les factures 2019 liquidées et payées au 15 janvier 2021 qui ont été proratisées sur 10 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris effectivement, si on reprend le cadre et le socle des prestations qu'on pris en compte, ce sont toutes les recettes AMO 2019, or bien sûr tout ce qui touche forfait journalier, ticket modérateur, donc côté des recettes ANC, ne sont pas intégrés non plus les forfaits annuels, de type urgence, greffe, forfait MRC, auquel on a adossé le dégel prudentiel, donc celui qui a été délégué en 2019, et auquel on a associé donc, la campagne tarifaire 2020. Donc ça, c'est un petit peu le socle. Après ce socle-là, les honoraires des médecins salariés sont venus abonder effectivement le calcul, l'assiette de calcul, et également l'ensemble des prestations dites non hospitalières, comme les transports, IDG, IMG. Donc cet ensemble l'ensemble de ces factures 2019 ont donc été proratisés sur 10 mois pour retrouver son pendant sur la garantie de financement 2020, puisque je vous rappelle que cette garantie de financement 2020 a couvert la période de mars à décembre. Alors, je vous ai donné ce qui était dans la garantie. Il y a aussi, vous avez précisé en bas de slide, ce qui n'était pas dans la garantie de financement. Je rajouterai à ces éléments-là aussi les actes de consultation externes, qui n'ont pas été compris effectivement dans la garantie de financement. La question qui est souvent revenue au moment de cette mise en œuvre de la garantie de financement tenait notamment au requêtage des données qui tiennent au séjour 2019, notamment sur ces fameux séjours qui étaient dits à cheval. Donc là-dessus, je rappellerai une notice qui a été faite par l'assurance maladie et qui est venue accompagner la compréhension du dispositif de garantie de financement. Si je dois en retenir un peu les deux grandes lignes quant à effectivement cette notion de séjour 2019, pour le SSR et l'APSI, il s'agissait en fait des dates de début de période de chaque facture, notamment qu'on a séquencé effectivement sur les séjours, il y a plusieurs factures, c'était bien effectivement la date de début, la période de chaque facture, et donc celle effectivement qui était en date d'entrée 2019. Sur le MCO, c'est la date d'entrée. D'accord ? Donc, l'ensemble effectivement de cette de calcul a fait l'objet d'une première notification, on y reviendra tout à l'heure, donc le 5 mars 2021, qui vous a donc été notifié et qui a ouvert une période effectivement de contradictoire avec vos agences. Et si on a positionné ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous savez qu'il y a une régularisation définitive qui doit intervenir le 5 mars 2022. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a souhaité un petit peu avoir ce rappel-là, dès lors que, mais ça je laisserai Aude, puisque pour le coup, c'est une partie juriste et juridique, la raison pour laquelle on a souhaité positionner ce webinaire à ce moment-là, pour effectivement anticiper les éléments qui vont pouvoir se dessiner à compter du 5 mars 2022. Voilà un petit peu pour les premiers éléments de la série de calcul. Aude, je redonne la main pour le reste. Merci Bertrand. Donc, la particularité de cette garantie de financement, c'est l'article 8, dont vous voyez sur la slide le contenu. Alors, on a assez tôt insisté pour qu'il y ait la prise en compte des ouvertures d'activité qui soient inscrites dans l'arrêté. Néanmoins, on s'est heurté à une interprétation restrictive de la DGOS, puisque à l'époque, la DGOS ne souhaitait prendre en compte que les ouvertures 2019. Alors, il y a un certain nombre d'établissements qui ont pu être rattrapés, entre guillemets, par les surcoûts Covid. Mais enfin, juridiquement, la certitude, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ce sont bien les années 2019 et 2020 qui doivent être prises en compte. Et sur la notion de prise en compte, ça veut dire que le DG d'ARS est tenu de prendre en compte ces évolutions. C'est-à-dire que s'il s'en éloigne, il faudra qu'il le motive. Donc, on est bien, et la garantie de financement est bien une garantie de recettes et pas une couverture de charges, pour l'année 2020 en tout cas. Et ensuite, la liste qui est proposée à l'article 8 n'est pas une liste limitative, elle est précédée du terme notamment, qui signifie qu'on peut inclure d'autres choses. Donc là, vous avez une slide avec les modalités de calcul. Peut-être Bertrand, tu veux reprendre la parole pour l'article 8 ou...
Oui, oui, bon, en fait, bon, encore une fois, j'ai essayé d'avoir une approche un peu synthétique et synoptique parce que le cas échéant, ça fera l'objet d'échanges et des questions de votre part. Bon, je partirai malgré tout sur un prérequis à ces garanties de financement qu'on retrouvera également sur les autres. C'est que l'ensemble des établissements de santé bénéficient d'une garantie de financement. Donc, en fait, vous aurez compris que lorsque j'évoque cela, ça évoque notamment les situations de création. Là, je parle d'établissement, puisque les créations d'activités ont un traitement que vient rappeler haut dans le cadre effectivement de l'article 8 et pour autant d'une vision certes restrictive, en tout cas une interprétation restrictive de la DGOS sur ces évolutions d'activité. Donc, une fois qu'on a dit ça, sur les créations d'activités qui ont lieu en 2019 et pour lesquelles nous n'avons pas rencontré de vraies difficultés, puisque là, pour le coup, ça faisait partie de l'interprétation inclusive, on va dire, de la DGOS. Tu préciseras, mais je crois qu'on a eu à traiter plusieurs centaines de dossiers qui ont bénéficié de ce dispositif d'article 8. Il s'agissait, dans cette hypothèse-là, finalement, d'annualiser cette nouvelle activité sur 2019 pour retrouver effectivement un fondement sur la garantie de financement 2020. Donc, la méthodologie vous est rappelée dans le tableau, savoir effectivement les recettes annualisées, donc fois la période sur 12 mois, et auquel, bien évidemment, on déduit les facturations qui ont eu lieu pour définir la garantie de financement de ces créations. Après, on a eu différentes hypothèses, et notamment des hypothèses de transfert et fusion. Bon, globalement, encore une fois, sans prendre lecture de ce qui vous est présenté, puisque ça vous sera adressé, l'idée, enfin en tout cas la mécanique, qui est finalement assez logique par rapport à ça, est de transférer, lorsqu'on est qu'on soit dans un transfert ou dans une fusion, et de transférer à la structure d'accueil de l'activité nouvelle, eh bien, les activités et la garantie en correspondance. Donc, soit effectivement l'établissement qui transfère, donc celui d'où part l'activité, préserve une entité juridique, un fonctionnement, et lui trouvera en regard une correction aussi des activités qu'il a transférées, soit ce transfert engagé, donc on sera dans le cas d'une fusion, le transfert engagé est total, et à ce moment-là, il sera traité effectivement comme un établissement ayant fermé son activité sur l'année 2019. Et donc, là, en l'occurrence, l'ensemble de la garantie de financement et ce qui est attaché sera transféré sur le nouvel établissement ou sur l'établissement receveur, sans pour autant que garantie soit notifiée donc, sur l'établissement fermé. Donc là, on a un transfert. Sur 2020, on a une mécanique qui a intégré un dispositif qui était plutôt assis sur le régime qui a été choisi par rapport aux avances consenties. Donc, en d'autres termes, soit il y avait un transfert intégral sur la structure qui recevait la nouvelle activité de la garantie de financement, voire de toute la garantie de financement de l'établissement si effectivement il y avait une fermeture induite, et donc charge effectivement à l'établissement qui recevait d'avoir le traitement, il recevait également les avances qui avaient pu être reçues par l'établissement de départ. À défaut, notamment sur des approches partielles, c'est-à-dire lorsqu'on conservait une existence juridique de l'établissement de départ, eh bien, on pouvait avoir quelque chose qui soit séquencé, à savoir effectivement qu'il y avait un transfert de la part des garanties de financement à compter du transfert, pour permettre effectivement à l'établissement d'avoir une correspondance, une réalité par rapport aux activités et donc une couverture des activités qu'il recevait. Et puis l'établissement d'où partaient les activités, donc lui avait aussi une clôture à date de ce transfert-là, charge à lui effectivement de reprendre sur sa garantie de financement les avances qui avaient été consenties sur cette période-là. Bon, tout ça, globalement, sauf question de votre part, des éléments qui nous paraissent mécaniquement logiques. Alors, il y a pu y avoir probablement, même si je n'ai pas eu une grande connaissance effectivement de difficultés sur ce sujet-là, toujours est-il qu'il y a pu y avoir des traitements qui ont nécessité des interventions ou des alertes au niveau des agences. Toujours est-il que la mécanique, qui est celle que je viens de décrire, paraissait effectivement une mécanique qui relevait un petit peu
d'un raisonnement assez logique. Merci Bertrand. Donc on passe au calendrier pour cette garantie de financement. On est sur la dernière étape, puisqu'on est, comme l'a dit Bertrand, sur la phase de régularisation qui intervient après un calendrier qui permettait en mars 2021 d'avoir un montant de garantie communiqué par le DG d'ARS, une phase contradictoire d'un délai de 8 jours, puis une notification de l'arrêté de garantie de financement. Donc là, on est sur une phase de régularisation avec des montants la plupart du temps qui sont repris pour tenir compte de l'activité effectuée en 2020. Donc dans ce cadre-là, alors sur un plan juridique, on a la possibilité de contester ces reprises en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM. On est dans un cas de notification d'indu en réalité, donc le même principe que pour les notifications en matière de contrôle T2A. Et voilà, bon, après, on vous recommande de vous rapprocher, s'il y a des difficultés de compréhension de calcul, de vous rapprocher des CPAM. Et on aura la possibilité, avec les syndicats de SPE, de centraliser les demandes pour voir de notre côté, avec la CNAM, si jamais il y avait des questions importantes. Donc voilà le calendrier. On a fini la présentation pour la garantie de financement 2020. On va prendre quelques questions alors que vous pouvez poser via le chat, par exemple. Alors, même mécanique. Il y a une question, même mécanique, si fusion en 2021. Oui, je pense que oui. Bertrand, tu me confirmes? Oui. Voilà. J'allais répondre effectivement dans le cadre de la garantie de 2021, mais la réponse est oui, puisqu'on va avoir une mécanique 2021 qui est adossée sur le dispositif 2020. Donc, d'ailleurs, on aura certainement on fera certainement un focus plutôt sur 2021, sur les spécificités 2021, puisque en fait, le dispositif est quand même relativement proche, pour ne pas dire quand même calqué sur celui de 2020. Donc, la réponse, c'est oui. Par contre, donc, du coup, je rebondis parce que je vois une question plutôt intéressante. La régularisation définitive de la garantie de financement 2020 fait apparaître d'importantes reprises. Pourquoi ? Pourquoi? Donc, je vais laisser Eric, David et Thierry répondre à cette question. Qui se lance? Je ne vous vois pas, moi. Je vois que mon écran. Aude, c'est Eric. Peut-être parce que dans cette dotation garantie 2020, il y a eu plusieurs extractions de la base de facturation de la CNAM. Et donc, ils ont pris l'entièreté de ce qu'ils avaient dans leur système de facturation liquidée sur l'année 2020. Il y a toujours un peu de retard. Et donc, ils ont fait un point à date fin 2021. Et du coup, ils disent, finalement, on vous a donné trop parce que vous avez continué à facturer. Ou en tout cas, on a liquidé des factures après. Donc, c'est ça, cette régularisation. Le problème, et tu l'évoquais tout à l'heure, Aude, c'est on commence à avoir dans certaines régions donc des reprises finalement de dotation garantie, enfin une régularisation qui se transforme en reprise. Et dans une très large partie des cas, c'est entre guillemets des petits montants. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, parce que justement, il y a des factures qui ont été liquidées après et la CNAM les a identifiées. Le problème, c'est pour un certain nombre d'établissements plus restreints, où là, les régules sont plus importantes, sont beaucoup plus importantes, des fois même plusieurs dizaines de milliers d'euros ou même au-delà. Et là, on a un vrai sujet. Il faut effectivement que les établissements puissent regarder si ça correspond réellement à ce qu'ils ont après facturé au titre de l'année 2020 et qui a été liquidé beaucoup plus tard au cours de l'année 2021. Donc ça, il faut vraiment le regarder et voir si ça correspond. Si ça ne correspond pas du tout, ou qu'il reste encore une somme d'argent, une masse qui n'est pas expliquée par rapport au système de liquidation et de facturation interne, il faut, et tu l'as dit, déjà, demander à la CPAM qui a envoyé la régule, demander à la CPAM de dire « je ne comprends pas parce que chez moi, je trouve tant de factures liquidées au titre de l'année 2020. » Je ne vous entends pas, mais je n'ai pas le son sur l'ordi. Et vous me dites que ça fait tant. Donc, donnez-moi les factures qui correspondent, etc. Si
et ça a été le cas, j'ai eu quelques retours d'adhérents SSR. Des fois, la CEPAM répond non, nous, ce n'est pas nous qui faisons les données, enfin, qui créons les données et le fichier, c'est la CNAM. Donc la CEPAM dit bon, on va voir avec nos responsables de la CNAM pour essayer de. Et comme tu l'as dit, il faut absolument qu'on ait une centralisation des cas extrêmes pour qu'on puisse demander des comptes à la CNAM. Ouais. Merci Eric. Du coup, ça répond, je pense, à la question d'Alice. Pour les CPM qui ne sont pas en mesure d'expliquer le détail des reprises. Et donc, dans ce cas-là, on vous propose de centraliser auprès des syndicats de SPE pour qu'on puisse poser la question directement au niveau de la CNAM. Question suivante, campagne tarifaire, l'évolution tarifaire 2022 et les compensations inflation vont-elles s'appliquer à la garantie plancher 2022 ? Donc oui, la garantie de financement 2022 va prendre en compte l'effet tarif de la campagne. Après, le reste, non, a priori, l'inflation, non. Mais on y reviendra puisqu'on va vous présenter le projet d'arrêté. Pour l'instant, on n'est qu'au stade du projet. Ensuite, alors, est-ce que j'arrive pas à voir tout en même temps ? Peut-être, Aude, effectivement, sur la question qui suit sur la fermeture de lits pour travaux qu'il y a eu. Là, on a eu un vrai sujet de discussion et de longues discussions avec la DGOS sur effectivement l'ensemble de la notion d'effet périmètre. Ce qui a été clair dès le départ côté des DGOS, c'était une exclusion de tout ce qui tenait un petit peu à des approches un peu conjoncturelles qui étaient liées à des montées en charge, des recrutements de praticiens, des travaux de rénovation qui ont engendré effectivement des effets de tiroir avec quelques fermetures sur certains services. La DGOS, encore une fois, on vous rappelle, a eu une interprétation déjà restrictive de ce qui était prévu dans le cadre de l'arrêté. Et cet arrêté prévoyait effectivement des nouvelles activités au sens planification sanitaire et de reconnaissance contractuelle. En d'autres termes, c'était couvert, c'était les nouvelles activités au sens soit planification, soit contractuelle, c'est-à-dire CEPOM, voilà, c'était le seul champ-là qui était couvert. Et déjà, sur ce champ-là, on a eu quelques difficultés, puisque autant les autorisations nouvelles ont pu être assez aisément, en tout cas, on a pu passer les dossiers assez aisément. Déjà, sur la reconnaissance contractuelle, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et je vous rappelle que normalement, ça couvrait 2019 et 2020, et qu'en l'espèce, ils n'ont retenu, pour l'essentiel, que 2019. Sachant que, juste pour finir mon propos, le 2020 n'a pas été réintégré, puisqu'ils ont, je vous rappelle, mis en place un dispositif en quatrième circulaire budgétaire de couverture du différentiel de marge brute, et qui a souvent été leur justificatif en disant bon, on ne couvre pas 2020 au titre de l'article 8, pour autant, vous le retrouverez dans le cadre du correctif de taux de marge brute. Donc en fait, tous ces sujets, effectivement, d'effets périmètres qui n'ont pas été traités dans le cadre de la garantie de financement, la DGOS a considéré qu'elle le traitait au travers, effectivement, du différentiel de taux de marge brute. Merci Bertrand. Alors, question suivante. Bonjour Géraldine. Donc, la CNAM renvoie au protocole de garantie de financement 2020, d'où l'intérêt, à mon avis, de centraliser les demandes et de pouvoir, nous, aller poser des questions directement à la CNAM, parce qu'il doit bien avoir des explications à ces calculs quelque part. Sujet parallèle de la garantie de financement, la CPAM refuse de nous payer les tests PCR de nos salariés. Alors, qui veut répondre peut-être Thierry? Voilà, Eric ou David, je ne sais pas, ou Bertrand. Enfin bon, je vais avoir, j'ai botté en touche, hein. Parce que c'est un sujet, ouais, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de retour favorable, hein, c'est-à-dire que c'est un sujet qu'on a depuis effectivement la période de testing, hein, en tout cas le souhait effectivement dans la réponse à la pandémie, hein, le test étant une des armes, un des outils, et effectivement on a un reste à charge qui est là. Donc voilà, ça fait partie effectivement des sujets qui sont récurrents, sur lesquels on porte des demandes. On a continué d'ailleurs à les porter, hein, pour votre information, dans le cadre de la C4
attendu pour pour l'atterrissage 2021 au titre des surcoûts. Donc voilà, ça c'est un sujet. Donc peut-être qu'effectivement on l'aura dans les conclusions qu'on attend, hein, comme le disait Christine Schibert tout à l'heure. On attend effectivement ces orientations-là, en espérant effectivement que il puisse y avoir, on puisse être entendu sur ce volet-là. Il y a une réponse de Cyril Bazin à tout le monde. Test PCR pour les salariés, voir le labo et joindre la carte de sécurité sociale et la mutuelle. Le labo facture directement à la Sécu. Sinon, question suivante. J'ai déjà fait mes calculs en tenant compte de ce qui vient d'être dit. Malgré cela, je ne suis pas d'accord avec la régularisation définitive. Que puis-je faire? Donc, comme on l'a dit, se rapprocher de la CPM, centraliser la demande auprès de nous et nous, à charge pour nous de nous rapprocher de la CNAM. Cela dit, ça ne concerne toutes ces étapes ne vont pas conserver les délais de recours. Donc, s'il y a une grosse difficulté, il faudra saisir la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois. Il s'agit d'un recours préalable obligatoire, donc vous ne pourrez pas saisir le tribunal judiciaire directement, il faut passer par la CRA. Celle-ci se réunira pour statuer sur la demande et une fois sa décision prise, vous disposerez à nouveau d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal judiciaire. Donc, tous ces éléments, on va essayer de reprendre les questions pour vous les envoyer, vous envoyer les réponses avec la présentation, avec une sorte de foire aux questions, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Je vois qu'il n'y en a plus là sur la garantie 2020, donc on va passer à la garantie 2021. Donc, les fondements juridiques de la garantie 2021 sont toujours l'ordonnance du 25 mars 2020 qui avait été prorogée en fin d'année 2020 avec la possibilité de couvrir toute l'année 2021, même si l'arrêté du 13 avril ne prévoyait une garantie de financement que pour les 6 premiers mois de l'année, avec une suppression de l'article 8 et la mise en place d'un dispositif d'avance. Pour le mois de janvier, une avance automatique, et pour les autres mois, les établissements devaient solliciter l'avance auprès de leur DG d'ARS qui devait donc l'accepter. Face à la situation épidémique, l'arrêté a été prorogé pour l'ensemble de l'année 2021. Et la différence pour les 6 derniers mois, c'est qu'il n'y avait aucune possibilité de dispositif d'avance pour la garantie de financement. Sur les modalités de calcul, on est assez similaire à 2020. Bertrand, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Oui, si, bon, juste 2 mots. Bon, on est similaire à 2020. Néanmoins, je rappellerai que cette garantie 2021, on était parti sur 6 mois à l'origine, et donc prorogé sur le restant de l'année, de sorte qu'on a un double dispositif sur ce sujet garantie 2021. On a celle effectivement qui court de janvier à juin, et puis la deuxième qui va couvrir l'autre partie de l'année. Donc, ce qui peut effectivement être un tout petit peu différent de 2020, c'est le fait qu'on a une année de référence précédente qui est en année pleine pour le coup, et donc ces recettes AMO sur ce premier socle, sur les recettes AMO, donc soit effectivement on est sur les flux de facturation et la réalité de facturation, ou à défaut sur les garanties de financement, c'est-à-dire que on a voilà, ce double effet, soit effectivement on a émargé la garantie de financement et nos recettes prises en considération, c'est le montant de la garantie de financement. Si nous étions au-dessus de la garantie de financement, donc n'ayant pas bénéficié de la garantie de financement l'année précédente, on est effectivement sur les flux de facturation dans les mêmes modalités qu'on a évoquées tout à l'heure. Peut-être juste petit point de différence également. D'ailleurs, je pense juste à une chose, une petite précision, sachez même en 2020 comme en 2021, sachez juste que sur les garanties de financement, sur le MCO et l'HAD, il y a eu une différenciation des enveloppes, effectivement, donc il y a eu un traitement qui était différencié sur ces 2 champs-là. Je dis ça parce que pour le coup, l'HAD en 2021 a eu un traitement un petit peu particulier, puisqu'il y a eu ce que l'assurance maladie a appelé une projection en année pleine, la garantie de financement 2020. En d'autres termes, autant sur le CCR-PSI-MCO, nous étions sur les recettes 2020, comme je viens de l'évoquer, avec garantie de financement ou sans garantie de financement. Pour l'HAD, nous étions sur en fait 12 dixièmes au final, 12 dixièmes de la garantie de financement 2020.
Donc, on avait effectivement une approche différenciée dans le socle de calcul côté HAD. Pour les autres éléments, ce sont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, donc peut-être pas nécessaire de les reprendre, mais on est effectivement sur le même dispositif. Et donc, y compris comme pour répondre à la question, ou répondre à la question tout à l'heure, y compris sur les effets de périmètre, transfert, fusion et création d'activités. Et encore une fois, tout établissement bénéficie d'une garantie de financement, quand bien même cet établissement-là aurait été créé en cours d'année. Donc voilà, vous le voyez sur cette slide, ce sont les mêmes modalités de calcul que 2020. Donc, un rappel du calendrier pour la garantie de financement 2021. Alors, il est légèrement décalé par rapport à celui de 2020. On est sur le même principe. Je dis ça parce que ce sera un peu différent pour 2022. Mais on a une communication d'un montant provisoire par le DG d'ARS, la possibilité de présenter des observations pendant un délai de 8 jours, une notification via arrêté du montant définitif de garantie de financement et une régularisation qui intervient ensuite. Donc, la différence avec l'année dernière, c'est que là, on est sur le 5 mai. Donc, à partir du 5 mai, vous commencerez à recevoir les montants de garantie de financement. Comme l'année dernière, on vous proposera des modèles de courrier pour faire vos observations, tout en sachant que comme l'arrêté de 2021 est moins favorable que celui de 2020, les moyens de droit seront un peu plus limités. Mais on vous diffusera un flash. D'ailleurs, j'en profite puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure. De la même manière, on va vous proposer la semaine prochaine un flash avec des modèles de saisine CRA, le cas échéant, pour les régularisations 2020. Donc, la garantie de financement 2022, donc elle a été... Juste sur 2021, parce qu'effectivement, il y a des questions, notamment puisque pour le coup, comme je suis passé un peu vite sur le socle, c'est vrai que sur l'effet campagne sur la garantie de financement 2021, il y a eu un séquençage sur la correction, puisque effectivement les 2 premiers mois ont été sur la base donc effectivement de la garantie, de l'activité de l'année précédente, et avec un effet campagne sur le reste de l'année, donc à compter de mars. En ce compris, donc c'est l'effet campagne dans ces différentes composantes. On est bien effectivement sur l'évolution, donc en ce compris le Ségur. Ok, ensuite, on a une question sur l'effet prix, la diminution du coefficient de minoration doit-il être intégré? Alors ça, j'imagine que ça concerne un champ en particulier. Non. Quelqu'un veut répondre? Je ne comprends pas trop la question. Je ne comprends pas la question. Oui, moi non plus, je ne comprends pas trop la question. Donc, Madame Pérez, si vous voulez nous reposer votre question. Ou de vive voix, peut-être, ce sera plus simple. Oui, de vive voix. Ouais. On peut. On va prendre la suivante et puis on y reviendra. Oui, juste pour, effectivement, je vois, Jean-Michel, tu as posé effectivement la question du dégel, c'est oui, on a effectivement sur le dégel prudentiel pour 2021. Alors... Pour le SSR, parce que c'est qu'on a un dispositif de financement un peu particulier depuis la mise en place de la DMA. Vous savez, c'est 10%, 10% prélevés sur les tarifs. Le point extrêmement positif, de toute façon, depuis 2020, et il faut le dire aussi, c'est que la DMA est garantie. Alors, c'est vrai que c'est sur les notices ATIH parce que la DMA passe par la TIH, valorisée par la TIH. C'est elle qui calcule ces montants-là. Mais pour répondre à Madame Bonnel, oui, la DMA est garantie, tout comme les tarifs et les prix de journée.
Alors, est-il prévu de majorer la garantie de financement 2022 du premier semestre 2022 pour tenir compte de la saisonnalité? Alors, Pas bien. pardon, allez-y. Non, non, vas-y. Il n'y a pas de prise en compte de la saisonnalité puisqu'on fonctionne par 12e. Oui. Donc, ça veut dire que rien n'est prévu pour tenir compte de la saisonnalité. Absolument, rien. Et donc, ça veut dire pour ceux qui sont en dessous de la garantie de financement, quelque part, il y a une perte de chance. Ce qui est clair, c'est que, d'ailleurs, on peut le voir, hein, plus on avance sur ces garanties de financement, et plus elles sont moins disantes. Sur 2021, vous aurez compris qu'on a perdu un dispositif qu'on appelait article 8 sur les garanties de 2020, c'est-à-dire qu'il venait corriger l'ensemble des faits de périmètre, hein, pour lequel il y a eu un arbitrage de ne pas le poursuivre en 2021. C'est la première étape. Et effectivement, on est dans une dynamique côté gouvernement, de se dire que il s'agit effectivement de remettre les établissements sur le chemin des activités, alors même si ça ne concerne pas trop, hein, comme Christine Schubert nous l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est clair que plus on avance sur les garanties de financement, et moins disantes elles sont, hein, clairement. Alors, nous n'avons rien reçu pour 2021. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, en fait, c'est normal puisque le calendrier est un peu décalé et on sera sur le 5 mai. Ensuite, pouvez-vous nous confirmer que l'effet tarif porte à la fois sur la facturation 2020 et le dégel pour estimer la garantie de financement 2021? Donc, oui, c'est dégel compris. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez. Peut-être repréciser que pour qu'il y ait notification, tu l'as évoqué dans le calendrier, mais pour qu'il y ait calcul finalement de la dotation garantie 2021, il faut, comme c'est basé sur quelque part 2020, il faut qu'il y ait la régularisation 2020. Oui. C'est pour ça qu'il y a ce décalage et qu'on est dans cette attente qui cause évidemment des craintes, hein, parce que chacun attend son montant, mais c'est une des raisons qui est évoquée par le ministère. Juste peut-être une précision, en mai, le montant connu ne veut pas dire versement du différentiel en même temps. Il se passera un délai, comme il s'est passé un délai en 2020. P1. Puisque le montant de la garantie était connu au 5 mars, mais le versement est intervenu fin mai. Puisqu'ils ont arrêté les compteurs le 15 avril. Les compteurs provisoires, ils étaient arrêtés le 15 avril. Alors, je vois deux autres questions. Donc, quels sont les recours possibles si je ne suis pas d'accord avec le montant de garantie de financement notifié? Alors, on y a déjà un peu répondu. Peut-être que Véronique, tu veux y répondre? Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est effectivement des recours qui sont spécifiques puisque ce sont des recours financiers qui se déposent devant le TITSS. Donc, ça inclut deux choses que vous devez avoir en tête dans le cadre de votre éventuelle action. D'abord, c'est que ce sont des délais de saisine qui sont très courts sur le TITSS. Contrairement à toutes les actions de droit commun devant le TA, on est sur 1 mois seulement et non 2. Et c'est un tribunal qui ne juge que sur le fond. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas contester la problématique de forme de votre notification, que ce soit sur une modalité de signature, de délai, etc. Mais vous ne pourrez contester que sur des chiffres, des éléments chiffrés, et donc être à même de démontrer devant le juge que la garantie qu'on vous donne est insuffisante pour vous permettre de fonctionner au regard de vos modes de fonctionnement normaux. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous partez effectivement directement devant le juge, donc dans ce délai d'1 mois, avec une requête qui va être quand même suffisamment aboutie pour démontrer justement ce préjudice. Soit il vous faut un peu de temps, ce qui risque d'être
finalement peut-être le plus opportun pour vous, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous partez plutôt en premier lieu sur un recours gracieux auprès de votre ARS. Alors toujours, et c'est très important, dans un délai d'1 mois à compter de votre notification, des éléments que vous allez contester. Mais ce délai d'1 mois que vous allez avoir en recours gracieux devant votre ARS va vous permettre, finalement, le temps que celle-ci réponde, de muscler un peu plus et de travailler un peu plus sur la requête que vous allez déposer devant le juge et donc avoir un peu plus de chances d'être entendu. Il faut savoir qu'une fois que votre ARS va recevoir votre recours gracieux, donc évidemment avec un élément de preuve que vous devez garder pour vérifier effectivement les délais respectés, elle va avoir un délai de 2 mois pour y répondre, sachant qu'un silence de sa part vaudra rejet, et dans ces cas-là, à compter de ce silence, vous aurez 1 mois à nouveau pour saisir le TITSS, et l'autre possibilité, c'est que vous ayez un rejet express de votre ARS. Il y a peu de chance, parce qu'en général, ils sont un peu débordés et qu'ils ne savent pas trop répondre, donc vous avez plus de chances d'avoir un silence, mais si jamais c'était un rejet express, c'est à compter de cette date de notification de rejet que vous aurez à nouveau 1 mois pour saisir le TITSS. Donc, pour résumer, soit vous avez 1 mois si vous partez directement au contentieux, mais ce qui va vous faire des délais très courts pour préparer, on va dire, une requête qui soit un peu suffisamment avancée, soit vous partez sur un recours gracieux auprès de votre DGARS qui vous permet de vous préparer et d'avoir un délai suffisant pour ensuite partir sur le juge. Merci Véronique. Et en sachant qu'il faudra bien chiffrer votre demande, c'est une condition de recevabilité devant le TITSS. Peut-être, Aude, il y a 2 ou 3 questions. Vincent, notamment, je te savais gourmand, mais pas à ce point-là quand même. Si je reprends ta formulation, c'est pas un cumul des recettes AMO, même effectivement probablement de 2019 dans ton propos, c'est pas recette AMO plus garantie de financement. Si tu as bénéficié de la garantie de financement en 2020, tu seras sur la base de ta garantie de financement. Si tu n'en as pas bénéficié parce que tu as eu des recettes AMO qui étaient supérieures, ce sera la base de tes recettes AMO. Plus des gels, je confirme bien plus des gels. Effectivement, avec l'effet campagne tarifaire, à compter du mars, donc par 12e. Donc, il y a Madame Pérez qui a reposé la question. Lors de la tarification 2021, on a eu une revalorisation de 6,5% et une diminution du coefficient de minoration des avantages sociaux et fiscaux. Est-ce que la baisse de ce coefficient est intégrée à l'effet de prix? Alors là c'est assez simple. C'est comme le coefficient géographique. Il n'est pas question de les exclure. Donc, ça suit les recettes. On n'enlève pas les coefficients géographiques de l'Île-de-France, de la Corse, de la Guadeloupe et autres régions. Ça fait partie de la valorisation. Donc, ensuite, toutes les subventions perçues au cours de l'année 2020 sont bien exclues du calcul des recettes et en cas d'activité multiple, une distinction est faite par activité où le calcul est fait de manière générale. Hospitalisation complète, hospitalisation de jour. Non. En tout cas, il y a des dispositifs pour les champs. Donc, on a le MCO, effectivement, on a une différenciation pour l'HAD, SSR et PSI, pris dans leur globalité par champ. On n'a pas eu de distinction, effectivement, par modalité de prise en charge. Et puis, sur les subventions, on est bien, effectivement, sur les recettes facturées. C'est-à-dire une facturation individuelle. Donc, je vous confirme qu'effectivement, les subventions n'intègrent pas le calcul de la garantie de financement. Je rappelle peut-être Bertrand et Aude sur le SSR, parce que je ne sais pas ce qu'on entend par subvention, mais je rappelle que, par exemple, pour le SSR, le financement du Ségur est à travers les HAC, et cette enveloppe-là, finalement, elle est parallèle à la dotation garantie, c'est-à-dire qu'elle est versée. Alors, on attend les calculs là pour 2022, mais c'est parallèle, c'est pas intégré dans les tarifs. Un dispositif d'accompagnement pour les établissements en difficulté sur 2022 est-il envisagé le cas échéant? Alors là, bien malin, effectivement, celui qui saura comment on va exécuter 2022 et donc la manière dont on va pouvoir atterrir sur 2022.
bon, c'est pas un dispositif qui est un dispositif automatique. Il va y avoir, de toute façon, vous savez que 2022 va être un exercice très particulier, hein, au-delà effectivement d'une campagne qui a été complexe, avec des mesures nouvelles, notamment qui sont issues du Ségur et tout particulièrement du Ségur RH, et puis un sujet que Christine Schibler a évoqué tout à l'heure, qui est un sujet de l'inflation. Bon. Donc, c'est clair qu'on aura un exercice 2022 qui sera probablement perturbé, qui va probablement effectivement nécessiter quelques ajustements en cours d'année. Donc, voilà, bien évidemment qu'on restera attentif collectivement à des atterrissages qui soient les plus justes possibles sur 2022. Si nous devons effectivement engager une campagne établissement en difficulté pour 2022, nous le ferons, sauf effectivement à ce qu'il y ait d'autres dispositifs qui soient mis en place, comme le gouvernement a pu les prendre ces derniers mois, hein, soit par effectivement des correctifs de marge brute. Là, probablement, mais on attend des arbitrages hein, sur la mission de gaz IGF, sur la C4 et quelles sont les orientations qui seront prises. Mais voilà, on ne peut pas répondre à cette question dès lors qu'il n'y a pas de dispositif automatique et qu'on est effectivement sur une appréciation de l'exécution de l'exercice 2022. Alors, on a le forfait dégel et coefficient prudentiel. Il faut prendre quoi? Je ne comprends pas trop. Je pense que effectivement la garantie de financement, c'est toute la partie haute du bordereau S3404, plus le coefficient prudentiel qui est reversé en fin d'année. Alors, pour les éléments chiffrés à communiquer dans le cadre d'une requête TITSS, ne pouvant obtenir les bases détaillées de la part de la CNAM, on ne pourra soumettre que nos bases de facturation logo sont en référence. Mais ce n'est pas grave, ça. L'essentiel, c'est que ce soit chiffré. Le cas de tous les recours devant le TITSS, hein, on a rarement les bases de CNAM. Ouais. On n'est jamais d'accord, en tout cas. Peut-être juste préciser par rapport à tout ce qui est garantie de financement que sur le SSR, on va avoir les compensations AMC qui vont arriver qui sont attendues pour la C4 à venir. Je ne sais pas, Eric, si tu veux en dire un mot. Mais... Et là, on est au-delà de la dotation garantie, mais puisque Christine Schibler tout à l'heure parlait effectivement de l'atterrissage 2021, on a eu les établissements MCO qui ont été compensés des pertes AMC 2021 en troisième circulaire. Pour les CCR, ça sera dans le cadre de la quatrième qu'on attend toujours. Et a priori, lié aux données d'activité 2021, on ne sait pas encore si ce sera sur les 12 ou sur les 9 premiers mois, donc on attend encore un point méthodo. Mais oui, dans le cadre de la quatrième circulaire de campagne. Voilà, en réponse à la question de Géraldine sur les établissements en difficulté, on va avoir quand même ce complément-là qui va arriver. La question, on verra, c'était sur 2022. C'est pour ça qu'effectivement, j'évoquais le fait qu'on n'avait pas de la visibilité sur l'exécution 2022. Mais effectivement, on verra sur 2021 comment atterrit la C4. Peut-être, Aude, puisque le temps court et on avait d'être relativement synoptique sur le sujet, puisque de toute façon, on vous enverra les slides et on répondra aux questions. Hein. On a bien noté l'ensemble des questions, on y répondra. Et peut-être reprendre à date ce que l'on sait, la garantie de financement de 2022, hein, puisque on n'est pas pris. Donc, comme j'avais commencé à le dire, donc le principe a été intégré via l'article 8 de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Aujourd'hui, on nous a diffusé un projet d'arrêté sur lequel nous avons été amenés à faire quelques commentaires. Celui-ci prévoit une exclusion de la psychiatrie puisqu'elle dispose déjà d'un dispositif de sécurisation dans le cadre de la réforme. Elle sera d'une durée de 6 mois et elle sera assise sur la garantie de financement 2020. Et donc, la différence avec les autres, c'est qu'elle ne sera pas assise sur l'activité, mais uniquement sur la garantie, majorée de l'effet prix 2022. Donc, les 2 premiers mois correspondront à un 12e de garantie de financement 2021 et les 4 mois suivants à 4/12e fois effet prix. Alors après, on a un calendrier qui est un petit peu différent. On n'a pas de notification, on n'a pas de garantie provisoire et on n'a pas de procédure contradictoire également. Alors, comme les calculs sont relativement simples, du coup, par rapport aux autres années, ça se comprend aussi. Néanmoins, on a quand même demandé à ce que cette procédure contradictoire, vous savez, avec le délai de 8 jours pour présenter des observations, soit possible en
on ne sait jamais s'il y a des incompréhensions sur certaines choses. Et donc, ils ont avancé le calendrier et on aura une notification au plus tard le 5 novembre 2022, avec une régularisation définitive 5 novembre 2023. Donc, voilà le calendrier. Donc, avec les mêmes modalités de recours que ceux précédemment présentés. Donc là, on a fait une rapide synthèse de toutes les garanties de financement qui permettent de comparer un petit peu les différents éléments. Et un calendrier, donc là, sur toutes les étapes qui vont venir, puisqu'on n'a pas repris les précédentes. Donc là, vous avez actuellement la régularisation définitive de la garantie de financement 2020. Pour la garantie de financement 2022, vous allez avoir communication du montant de garantie de financement définitif en mai. Ensuite, vous recevrez l'arrêté de garantie de financement 2022 en novembre 2022. En mars 2023, régularisation définitive de la garantie de financement 2021. Et en novembre 2023, régularisation définitive de la garantie de financement 2022. Donc voilà, comme tous les calendriers se chevauchent, on a voulu faire cette petite frise pour reprendre un peu tout. Donc, on arrive au terme de la présentation. Donc je vous laisse poser vos dernières questions. Alors, quand et comment aura-t-on les éléments statistiques sur les écarts entre montant de garantie de financement et montant T2A? Ce sera fondamental pour la poursuite du travail des DIM. Alors ça, peut-être que Thierry, Eric et David, vous êtes... Ça dépend quelle année. 2020, ça a été dit. 2021, je pense. Ça vient d'être clôturé. La caméra en passage. 2021, ben là, ça vient d'être dit. On aura la garantie de financement au mois de mai. Après, ils vont arrêter les bases comme en 2020 de facturation, qui seront des bases provisoires. Et la base définitive, c'est écrit effectivement sur le slide, la régularisation plus tard le 5 mars 2023 pour 2021. Donc, même principe provisoire et définitif. Alors, pouvez-vous nous confirmer que les recettes prises en compte pour 2021 intègrent bien le dégel, sauf erreur, pas d'information dans le décret? 2021, oui, hein, c'est dans l'arrêté. Oui, c'est dans les textes, Aude, hein, me semble-t-il. Il me semble que c'est dans l'arrêté 2021. Est-il envisagé une garantie de financement pour la partie AMC? Alors, on disait tout à l'heure, Aude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre des compensations AMC pertes, AMC C4 ou C3 en MCO. Donc à ce stade, il compense, il n'y a pas une dotation de garantie, mais il compense. Voilà. C'est quand même assez important pour le dire. Et quand on parle, par contre, quand on parle AMC, on parle AMC soins, hein, c'est-à-dire on ne parle pas recettes annexes, chambre particulière, etc. Hein, on parle ticket modérateur, etc. Hein, attention, hein, de ne pas confondre. Alors, ouais, merci Eric. Le 5 novembre 2023, c'est la régule de la garantie de financement 2022 et non 2021. Oui, c'est ça, parce que en fait, la régularisation définitive 2021 interviendra en mars 2023. Est-ce qu'on pourra envoyer les slides? Oui, bien sûr, avec une foire aux questions. Question facile, Aude. Question facile. Alors, pouvez-vous repriser le mode de calcul de la garantie de financement 2021? Repréciser, j'imagine. Les bases de calcul, une communication avant la notification en mai 2022 est-elle prévue? Alors, sur la partie communication avant mai 2022, oui, au plus tard, au 5 mars, il y avait quelqu'un qui notait dans le fil qu'ils avaient déjà une estimation de la part de leur ARS. Oui, le délai, c'est un délai maximal, le 5 mai 2022. Donc, il est possible que vous receviez des informations de la part de votre ARS avant. Donc, oui, en principe, vous allez avoir communication du montant. Et là, vous disposerez d'un délai de 8 jours pour présenter vos observations avant la notification de l'arrêté garantie financement définitif pour 2022 en mai 2022.
Il y avait besoin de repréciser les bases de calcul de 2021 aussi, une fois dans la question. Oui, alors peut-être que l'on pourrait faire, c'est de transmettre à nouveau, bon, au-delà des slides, on va transmettre effectivement la notice assurance maladie sur le sujet qui reprend la mécanique de calcul de la garantie. Ce sera peut-être plus simple, on mettra effectivement avec les documents, lorsqu'on fera l'envoi des slides, on enverra peut-être également les notices attachées aux garanties de financement, ce qui permettra effectivement de retrouver des modalités de calcul. La saisine de l'ACRA appelle-t-elle une réponse de la CPAM ou peut-elle à nouveau dire qu'elle ne connaît pas le détail des bases et renvoyer vers la CNAM? Alors, vous allez saisir votre commission de recours amiable et vous aurez nécessairement une réponse. Alors, ça peut être assez long, hein, mais vous aurez une réponse, en tout cas, c'est sûr. Et la réponse pourra ne pas vous convenir. On pourra vous expliquer des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitiez comme détail, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que vous aurez une réponse et c'est cette réponse-là qui pourra être attaquée devant le tribunal judiciaire dans un délai de 2 mois, suivant la notification de cette réponse. Merci de nous envoyer tous les contenus. Oui, on vous enverra tous les contenus, supports et questions. Peut-être juste vraiment, quand vous recevrez le support qui a été fait, faites vraiment bien attention sur tous ces calendriers qui vont être très resserrés. Et effectivement, c'est complexe de les comprendre. C'est pour ça que la diapo que tu as fait de synthèse est très importante parce que ça va vraiment, il faut que vous soyez très vigilants sur les délais pour si jamais ça ne vous convenait pas. Voilà. Donc, si tout se passe bien, parfait, mais si ça ne se passait pas bien, que ça ne correspondait pas à vos chiffrages, que vous souhaitiez contester, vous avez vu que les délais étaient très courts, donc il faut vraiment que vous soyez très vigilants sur l'ensemble de tous ces éléments que vous allez recevoir un peu tous les mois pour essayer de vous y retrouver. Oui, puis on a deux types différents de recours finalement. On a sur tout ce qui va être arrêté du DG d'ARS, ce sera de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Donc tout ce qui sera arrêté DG d'ARS en matière financière, c'est ce tribunal qui est compétent et c'est un délai d'1 mois, ce qui est quelque chose d'un peu particulier puisque en principe en droit administratif, on est sur des délais de 2 mois. Donc 1 mois, donc c'est assez court. Ensuite, en l'absence de réponse, qui sera majoritairement le cas si vous faites un recours gracieux, vous avez encore 2 mois pour attendre la réponse. Et puis ensuite, vous avez 1 mois. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, sur les arrêtés DGARS, c'est 1 mois le délai. Et ensuite, sur la partie régularisation, là, on n'est pas du tout dans la même procédure puisqu'on est sur une compétence qui est plus administrative, mais qui est judiciaire. Et donc, avec une saisine de la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois. Bon, tout ça, ça sera rappelé sur les slides qu'on va vous envoyer. Donc, ça devrait aller. Et puis, on diffusera des flèches avec des modèles de saisine. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires, j'en vois plus sur le chat. Donc, on va peut-être pouvoir se quitter. Oui, et puis donc on vous envoie l'ensemble des documents, et puis même au-delà des documents, on a pris note de l'ensemble des questions. Okay, on va essayer d'apporter dans le cadre d'une fac des réponses, notamment pour celles qu'on n'aurait pas traitées, que nous aurions ratées. Qui plus est, on se permettra de vous remettre également l'ensemble des notices CNAM, alors, en version longue et version simplifiée, puisque ce sont effectivement permis d'avoir cette double approche, de manière effectivement à ce que vous puissiez retrouver l'ensemble des éléments qui vous permettront à la fois de préparer l'atterrissage de 2020 définitif, la régularisation définitive, mais surtout l'échéance de 2021 qui s'annonce donc tout prochainement, une fois effectivement que 2020 sera complètement atterri. Merci Bertrand. Dernière question sur si la réponse de l'ACRA ne nous satisfait pas. Oui, on peut faire un recours et saisir le tribunal judiciaire. Après, Géraldine, je vous propose d'appeler Véronique ou moi directement. Si vous avez des questions supplémentaires, on y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça a été utile et puis à bientôt. Merci, au revoir.